Bonjour et bienvenue dans cette vidéo The Game où nous allons vous parler de Shadows of Brimstone. D'abord, avant tout, le pitch du jeu, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Shadows of Brimstone est un jeu d'aventure et d'exploration, matinée d'horreur Lovecraftienne, où les joueurs vont chacun prendre la tête d'un personnage dans ce qui est finalement une sorte de dungeon crawler, mais pour le coup, pas médiéval fantastique, mais bien plus victorien, Far West. L'idée, c'est que un petit village ou un petit hameau du Far West, Brimstone en l'occurrence, a vu une sorte de cataclysme fondre sur lui, lorsque les mineurs ont creusé bien trop profondément. Ça vous rappelle quelque chose? Sauf que cette fois-ci, c'est pas le Balrog qui s'est réveillé, mais c'est une explosion d'une sorte de pierre noire qu'on appelle la Darkstone, qui est une sorte de pierre radioactive au pouvoir magique, semble-t-il. Elle a dévasté toute la zone et des créatures absolument atroces, telles qu'on peut les voir là sur la couverture du jeu, ont déferlé, venues d'autres dimensions. Bien entendu, la zone a été cloisonnée, mais de courageux ou en tout cas intrépides aventuriers vont essayer de reconquérir ces mines ou en tout cas de savoir de quoi il en retourne. À moins qu'il soit simplement attiré par l'appât du gain, car la Darkstone se vend extrêmement cher. Donc voilà, c'est un peu le pitch du jeu. C'est un jeu d'exploration, presque à la limite du jeu de rôle, qui, pour les plus anciens, ne sera pas sans rappeler l'antique Warhammer Quest de Games Workshop. Bien sûr, c'est modernisé, et c'est un jeu extraordinaire avec lequel nous, on s'amuse énormément. J'ai une campagne en cours et vraiment, on y prend beaucoup de plaisir. Le matériel est extrêmement complet, la gamme est très étendue et on va vous aider à partir à la découverte de ce jeu en voyant les différentes extensions qui sont proposées. Donc ce que vous avez là sous les yeux, c'est l'une des boîtes de base. Car en effet, l'une des particularités de Shadows of Brimstone est de proposer deux boîtes de base principales pour débuter. Celle-là, City of Enchants, présente 4 héros jouables, un certain nombre de monstres et des tuiles. Il y a une autre boîte, Swamps of Death, qui va présenter d'autres héros, d'autres monstres. Les deux, bien sûr, sont absolument compatibles. Vous pouvez prendre une des deux pour débuter, puis prendre la seconde qui vous offrira plus de monstres, plus de personnages jouables, plus de tuiles avec des lieux variés dans les mines. Donc la boîte de base contient tout ce qu'il faut pour débuter le jeu. On a des tuiles pour les mines, des monstres, certains immenses, des personnages, les dés, des cartes, mais par centaines d'objets, de découvertes, d'événements aléatoires dans les mines. Chaque boîte est liée à un monde de cette dimension. Par exemple, dans City of Enchants, de mémoire, c'est le plateau de Targa, qui est une sorte de désolation froide, où des antiques ruines dont on ne sait pas à qui elles ont pu appartenir occupent le paysage. Donc, lorsque les joueurs vont débuter dans les mines, ils pourront à un moment passer des portails, comme on le voit ici, là, le petit dessin, un portail qui peut les amener à Targa, où ils vont découvrir des artefacts, rencontrer d'autres créatures et mener à bien leur mission. Parce que c'est un jeu scénarisé. Il y a un certain nombre de missions, je crois qu'il y en a 10 dans chacune des boîtes pour débuter. On peut rejouer les mêmes missions plusieurs fois, ça c'est pas du tout un problème. Et ces missions vont donner les objectifs à réaliser, parfois liés simplement à la mine, trouver un gisement de Darkstone, parfois liés à ces autres dimensions. Par exemple, ramener un artefact du plateau de Targa. Donc de toute façon, si vous voulez débuter dans Shadows of Brimstone, c'est l'une de ces boîtes qu'il vous faut. Les deux sont similaires. Et le choix se portera plutôt sur les personnages que vous avez envie de jouer. Par exemple, dans celle-là, on va avoir le Banditos, on va avoir la fille du saloon, on va avoir le shérif et le député. Dans l'autre, il va y avoir le prêtre, le preacher, et d'autres, l'Indien, l'éclaireur indien, par exemple. Donc ça va dépendre de ceux que vous avez envie de jouer. Les deux sont entièrement compatibles, je le répète, mais voilà, c'est un point d'accès qui va dépendre de votre envie. Donc ça, c'est idéal pour commencer. De toute façon, c'est nécessaire. Vous aurez dedans les règles, tout un ensemble de scénarios, les cartes de la mine, les monstres, etc. Une fois que vous avez commencé, alors vous pouvez commencer à jouer avec cette boîte, faire vos premières aventures, mais rapidement, vous allez avoir certainement envie de varier les adversaires que vous croiserez au cœur des mines.
ou d'aller explorer d'autres mondes. Et pour ça, on a toute une gamme. Alors on va commencer par diviser la gamme en quatre grandes parties. La première, c'est les extensions liées au jeu. Je vais y venir tout de suite. La deuxième, c'est des nouveaux ennemis. La troisième, c'est des nouveaux mondes à explorer. Et enfin, la dernière, c'est des missions spécifiques, qui sont des sortes de campagnes thématiques, qui introduisent de nouveaux ennemis, mais des scénarios qu'on peut lier en campagne. Et c'est extrêmement intéressant. Alors, on va mettre de côté cette première boîte, qui est bien lourde, hein. Là, il y a vraiment du matos, il y a de quoi faire. Et on va parler des deux extensions pour le jeu principal, que je vais dévoiler de suite. Voilà, elles sont donc au nombre de 2. On a d'une part Frontier Town. Il faut savoir qu'après chaque mission dans les mines de Brimstone, vous allez partir en ville. Pour ça, pourquoi? Pour acheter de nouvel équipement, pour vous soigner éventuellement, pour vendre votre Darkstone que vous avez récupéré, bref, pour exploiter et développer votre personnage. Cette boîte-là va considérablement étendre les possibilités de la ville qui sont offertes dans la boîte de base, qui était assez schématique. Là, on va vous proposer plein d'options supplémentaires. Des villes de types différents, des nouveaux lieux comme une salle de jeu où vous allez pouvoir essayer de jouer avec le diable, des gangs spécifiques, un nouvel ennemi sous la forme de bandits, et donc plein d'options, des villes thématiques, par exemple une ville fantôme, une ville de mutants, parce que la Dark Zone fait muter les gens, donc il y a des villes où les mutants en fait se rassemblent. Il y a même, je crois de mémoire, un bateau-ville en fait, où vous allez pouvoir faire une petite croisière. Donc ça va vous donner énormément d'options pour choisir l'endroit où vous voulez aller, qui va à chaque fois vous permettre de réaliser des choses différentes. Donc c'est une très bonne extension qui renouvelle pas mal cet aspect du jeu, qui est après chaque partie, vous allez en ville, donc c'est quand même une partie importante du jeu, et les options sont très intéressantes. La deuxième extension du jeu, bam, c'est les alliés du Far West. En gros, avec cette extension, dans les mines, vous allez pouvoir trouver de nouveaux alliés. Ça peut être des personnages, un prospecteur, un forgeron, voire un toutou ou une mule. Voilà. Et ces alliés que vous allez trouver ont leurs figurines et vont pouvoir vous suivre et devenir des sortes de PNJ contrôlés par les joueurs. Donc dedans, vous retrouvez plein de cartes, la manière de les incorporer dans vos parties et les figurines idoines. Voilà. Donc ça, c'est les deux extensions qui conviendront finalement à tous les styles de jeu et qui apportent un peu de diversité. Elles ne sont pas obligatoires. S'il y en avait une que je préconiserais pour commencer, ça reste Frontier Town, parce que les possibilités qu'elle offre sur l'aspect ville sont très riches. Alice est sympa, est tout à fait sympa, et disons qu'elle peut vraiment aider les joueurs, parce qu'avoir des alliés, ça aide pas mal dans certains scénarios un peu ardus. Donc je recommande surtout Frontier Town dans le premier temps. On va passer sur les autres mondes, avec là on va en prendre une, par exemple. Tadam. Alors on a pris presque volontairement l'une des plus étranges pour montrer la variété de dimensions, puisque là, à partir des mines, vous allez pouvoir explorer un vaisseau abandonné, un peu à la Alien. Chaque boîte de monde, il y en a donc Overworld, va offrir plein de choses. Des nouvelles tuiles pour explorer ce monde, des ennemis spécifiques à ce monde, des objets et des artefacts que vous ne pourrez trouver qu'en explorant cet aspect du jeu, et tout un ensemble de nouveaux événements. Donc là, par exemple, on a des sortes de drones, des astronautes morts-vivants, des tourelles de défense, donc on a vraiment un mélange très surprenant d'influence, puisque là l'image le montre bien, hein, le pauvre cow-boy qui comprend pas ce qui lui arrive quand ce sorte de robot futuriste lui tombe dessus. Donc les tuiles sont bien sûr thématisées, hein, là on a vraiment l'impression d'évoluer dans une sorte de vaisseau futuriste. Il y en a plusieurs, il y a les cavernes de Cinder, il va y avoir le Wasteland de mémoire, le vaisseau, il y a des tranchées, une sorte de guerre qui a lieu entre deux peuplades, un peu style tranchée de la Première Guerre mondiale, mais avec des gars futuristes, donc il y a pas mal de possibilités. Alors, si vous avez les deux boîtes de base, franchement, il y a déjà de quoi faire avec Jeanne Gorno et Targa. Je dois mal prononcer l'un des deux, certainement.
les mondes supplémentaires peuvent largement attendre avant d'être introduits dans votre propre campagne. C'est pas du tout une nécessité. Ça donne un peu plus de richesse, pas nécessairement, puisque lorsqu'on franchit un portail, souvent dans le jeu, on ne sait pas où on va arriver. Donc là, vous allez avoir dans chaque monde une carte Overworld qui dit, bah tiens, vous êtes arrivé là-dedans. Bon bah au début, si vous n'avez qu'une boîte, bah il n'y en a qu'une, hein. Il n'y a pas de secret. Vous allez tomber soit sur Targa, soit sur la jungle si vous avez pris Swarm of Death. Par contre, dès que vous avez plusieurs mondes, voire les 2 boîtes, et ben là, d'un coup, les possibilités se multiplient. Il y a une part d'incertitude qui est quand même assez excitante en tant que joueur, de ne pas savoir où on va arriver. Donc voilà. Si je devais recommander, parce que c'est quand même un peu le but aussi de cette vidéo, moi je commencerais par prendre les 2 boîtes pour avoir 2 mondes, parce que ça augmente le nombre de personnages joueurs, ça augmente considérablement le nombre d'équipements, etc. Et par la suite, après avoir fait peut-être une dizaine de parties dans sa campagne, introduire progressivement des nouveaux mondes, parce que ça va donner plein de diversité et de richesse au jeu. Donc voilà, ça c'est pour les mondes, il y en a plusieurs, à vous de voir en fonction de ce qui vous plaît comme thématique, hein, de ce que vous avez envie d'explorer. Donc voilà, c'était les autres mondes. On continue maintenant avec les packs de héros, d'ennemis, pardon, héros. Ah, bah, voilà, il y en a plein, hein. Alors là on va en montrer quelques-uns, qui vont montrer un peu l'influence différente, hein. Il y en a énormément de différents. Quelques-uns. Ils ont de différentes tailles, différents formats, mais ils marchent tous un peu de la même façon et peuvent être intégrés de la même manière dans vos parties. Alors, pour dire qu'il y en a plein, hein. Hop, voilà, j'envahis l'écran avec des extensions. Il y en a des dizaines en fait. Il y en a des dizaines. Globalement, à quoi servent ces boîtes, ce qu'on appelle les enemy packs? En gros, tout ce qu'elles vont faire, c'est ajouter de la diversité dans ce que vous allez rencontrer dans les mines. Les types d'ennemis, par exemple, ici on a un dinosaure, mais on peut aussi des raiders venus d'un autre monde qui se sont égarés dans les mines. On peut avoir ce qu'on appelle l'Ancient One qui va rappeler des souvenirs à plein de personnes, ou le gang Scaffold qui sont des bandits mutants en fait. Donc voilà. Chaque boîte est composée de la même manière, des figurines, des cartes d'ennemis, ainsi que toutes les cartes pour aller dans les paquets. En fait, pour savoir, puisque lorsque vous explorez les mines, à moins de jouer un scénario spécifique, vous allez rencontrer souvent des ennemis aléatoires. Le fait d'avoir des nouveaux ennemis ajoute de la diversité, de la richesse et de la variété au jeu, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a envie de les avoir. À nouveau, dans tous ces paquets-là, pas de recommandations particulières. Je pense qu'au fur et à mesure, l'envie naturelle d'ajouter des ennemis viendra. Les Deluxe sont intéressants. Alors les Deluxe, c'est celles qui sont un peu plus grosses, avec un peu plus de figurines, parce que souvent elles rajoutent des scénarios, en fait, spécifiques à l'ennemi. Mais c'est pas une nécessité. Alors il y a les grands ennemis, hein, ce qu'on appelle les ennemis épiques, qui sont souvent les ennemis de fin de mission, et des ennemis plus standards comme ceux-là. Voilà. Commencez par des ennemis normaux, ennemis pack, hein. Les autres c'est des XL ou des XXL, selon la taille. Commencez par des ennemis normaux, vous les rencontrerez plus souvent, et vous ne regretterez pas de devoir faire face au moment venu à cette abomination qui va réduire votre groupe à l'état de pulpe en fait. Donc voilà, ça c'est pour les packs d'ennemis. Je ne l'ai pas encore dit, mais c'est le moment un peu d'en parler. Les figurines sont en plastique rigide, à assembler et potentiellement à peindre. Ce ne sont pas des figurines qu'on trouve dans la plupart des jeux de plateau préassemblés en plastique mou. C'est du plastique dur, sur grappe, donc il faut... Alors, pas nécessairement des connaissances de modélisme, mais savoir que il faudra une petite pince de modélisme, un peu de colle plastique pour les assembler. L'assemblage est extrêmement simple, hein. C'est pas des figurines très complexes, d'ailleurs il y en a beaucoup, il y a juste besoin de les séparer de la grappe et de les coller sur leur socle plastique. Mais il y a une étape de préparation qui existe. Donc ça, il faut le savoir, avant de se lancer dans l'aventure, il faudra se munir de colle plastique et au moins d'une pince coupante pour dégrapper les figurines proprement. Après, elles peuvent être peintes, mais c'est pas une nécessité, loin de là, hein, bien sûr. Mais toujours est-il qu'il y a un petit peu de modélisme, entre guillemets, à faire. Donc, multitude de packs d'ennemis, en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous voulez introduire à votre campagne. Voilà, hein. Il y en a plein, regardez, prenez celle qui vous botte ou que vous avez envie de rencontrer au détour d'un couloir, et
tout simplement ajouter au fur et à mesure des ennemis, parce que ça ajoute plein de variétés à votre jeu. L'autre moyen de faire venir des ennemis, c'est les packs de mission. Les packs de mission sont, comme je l'avais dit en préambule, des sortes de mini-campagnes qui tournent autour d'un ennemi particulier. Celle-là, du dessus, là, par exemple, les loups-garous. Et bien, qu'est-ce que vous allez retrouver dedans? Des nouvelles tuiles, souvent une ou deux, plein de cartes liées à la thématique. Hein. J'imagine bien qu'à un moment, on doit pouvoir trouver des balles en argent, ou une malédiction qui fait qu'un joueur devient un loup-garou, et des figurines, là, dans le cas présent, nécessairement des loups-garous. De plus, il y aura une mini-campagne, je crois en 6 scénarios de mémoire, qui peut être jouée chronologiquement et vraiment introduire au fur et à mesure ces ennemis dans vos parties. C'est des bons moyens pour introduire des ennemis. En plus, le petit côté campagne est vraiment sympa si vous voulez rajouter un peu de narration dans vos parties. Bien que le jeu n'en ait pas nécessairement besoin, parce qu'il raconte déjà une chouette histoire. Mais ils offrent plein de possibilités. Alors, on va pas non plus rentrer trop dans les détails, mais par exemple, les loups-garous, ils ont les meutes de loups-garous ont des traits spécifiques, donc on détermine quel type de meute vous rencontrez. Bon, ils sont chacun plein de variétés, et c'est pas simplement, bon, vous posez des loups-garous là, amusez-vous avec. Hein. Il y a toujours quand même pas mal d'inventivité dans les produits de Flying Frog. Donc, on a par exemple les loups-garous, le Hellfire, les succubes du Hellfire. Donc voilà, c'est plein de succubes à affronter. À nouveau, même principe, une tuile spécifique liée aux missions. Plein de cartes thématiques pour les introduire dans votre campagne. Et une campagne en 6 scénarios. Là, on a Crimson Hand, qui sont plus un culte humain. Il y en a d'autres, il y a la Lost Army, il y a la Black Fang Tribe. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 au minimum. Les vampires aussi ont le droit à leur boîte. Donc, à nouveau, c'est un bon investissement parce que ça rajoute pas mal de figurines d'ennemis d'un coup. Plus, ça vous permettra de jouer ça en campagne. Donc, si vous voulez étendre le jeu après votre première boîte, si vous n'avez pas envie tout de suite de partir sur une deuxième boîte, mais avez quand même envie d'un coup d'ajouter pas mal de matériel au jeu, l'un de ces missions packs peut être adapté. Il y en a pas qui sont plus difficiles que d'autres. Voilà, après, si vous aimez bien les Indiens, la Black Fang, si vous voulez une sorte de culte un peu Lovecraftien, le Crimson Hand est sympa. Enfin, après, c'est à vous de voir. Donc voilà, donc là on a vu un peu tous les différents produits de la gamme. Alors à qui correspondra Shadows of Brimstone? Parce que peut-être que tout ça vous a mis en appétence pour ce jeu après cette vidéo, et vous vous demandez si c'est fait pour vous. Alors, d'abord, c'est un jeu qui mérite vraiment, qui gagne à être joué en campagne. On peut le jouer en one-shot, mais vraiment, c'est le développement du personnage, parce qu'il y a énormément de possibilités. On est plus proche, là, dans le développement du personnage, du jeu de rôle, que du jeu de plateau. Par rapport aux autres jeux comme Descent ou des Dark Souls ou quoi que ce soit, là, il y a un développement qui est incomparable, hein, parce que là, les possibilités sont vraiment énormes, puisqu'on peut customiser son équipement, aller choisir la bonne compétence qui ira parfaitement avec votre perso, mais aussi vous allez pouvoir devenir fou, avoir des traits de folie avec votre perso, voire des mutations. Bref, il y a énormément de possibilités de customisation, de personnalisation du personnage, et on s'attache à lui comme à un personnage de jeu de rôle. Deuxième chose, donc, à jouer en campagne, à mon avis, pour vraiment tirer la substantifique moelle. C'est un jeu dont les parties ne sont pas courtes. Une session, il faut compter 2 à 3 heures. Puisque vous allez d'abord, dans un premier temps, faire votre mission dans les mines, qui peut être assez longue, et ensuite, idéalement, vous faites le voyage vers la ville, puis toutes les activités en ville. Aller voir les commerces, acheter, vendre, rencontrer les personnages, vous faire soigner, etc. Donc, c'est assez long. Donc, des bonnes sessions à 2-3 heures me paraît... d'expérience, empiriquement, c'est la durée standard. Enfin, alors ça, il faut quand même le dire, c'est un jeu qui demande un certain investissement financier. Les boîtes sont pas données. Mais je pense réellement que le matériel qui est fourni le vaut largement.
Il ne faut pas tout acheter au début, ça ne sert à rien. Commencez par la boîte de base, montez les figurines, commencez votre campagne et introduisez au fur et à mesure des packs d'extensions qui pourront introduire des règles supplémentaires et des possibilités au jeu. Commencez simplement pour que ça dure sur le long terme. Enfin, il ne faut pas être allergique au hasard parce qu'on lance beaucoup de dés. Mais beaucoup de dés. Même le mouvement est aléatoire dans les mines. Mais au final, pour qui s'intéresse plus à la dimension narrative d'un jeu que purement mécanique, bien que le jeu soit assez tactique, hein, il faut quand même le reconnaître, ben voilà, si vous êtes allergique au lancer de dés, je crois que c'est pas fait pour vous. Par contre, si vous aimez que parfois le destin ne vous sourit pas, que vous vous retrouviez à devoir faire des choix assez déchirants, c'est un super jeu parce qu'il y a tout le temps de la tension. D'autant plus que c'est un jeu où on peut très souvent rater des missions. C'est-à-dire qu'à la fin, on arrive au bout et puis on se retrouve face à un démon énorme, on regarde ses armes, on regarde l'état du groupe et on se dit bon, on fuit, hein, parce que la fuite est vraiment intégrée dans le jeu. Et on reviendra plus tard en espérant que cette fois-ci, on soit mieux équipé ou peut-être plus aguerri pour venir à bout de la créature qui dort au fond des mines. Donc voilà, moi c'est un jeu que j'adore. Voilà, j'ai une campagne en cours, on y a beaucoup joué, on y jouera encore beaucoup. Pour la petite anecdote, il y a une deuxième gamme qui est entièrement compatible, mais là, voilà, je ne vais pas commencer à m'étendre, mais c'est Forbidden Fortress, qui est l'équivalent de ce jeu dans l'Asie. En fait, on va jouer samouraï, geisha et tout ça, et partir face à des monstres de type asiatique, mais les deux sont compatibles, et voilà, il y a des ponts entre les deux, mais ça dépasse un peu le cadre de cette vidéo. En tout cas, voilà, c'était la vidéo de l'excellent Shadows of Brimstone, un jeu que je ne peux que vous recommander. Voilà, une belle grosse boîte pour qui aime les jeux ambitieux, mais c'est vraiment très sympa. Nous, on y prend beaucoup de plaisir et j'espère vous avoir fait partager mon enthousiasme pour cette gamme. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.